Bonjour, toujours avec les matrices. Paragraphe 4, matrice de passage. Définition 1, soit E, un K espace vecteur à dimension n supérieur ou égal à 1, B et B' de base de E. On appelle matrice de passage de B à B', notée P indice BB', donc c'est la matrice de passage de B à B'. La matrice P, BB', c'est la notation, qui est une matrice des systèmes de vecteurs E'1, E'N, dont B où B' c'est E'I. Voilà. Donc c'est la matrice constituée par les coordonnées des vecteurs de la base B' dans la base B. Première colonne, coordonnées de E'1 dans B. Deuxième colonne, coordonnées de E'2 dans B, etc. Autrement dit, c'est la matrice aussi de l'application linéaire identité dans B'B. Alors comme ça, parce que la matrice de l'application, l'identité, on fait quoi? On calcule l'image des éléments de B' et on les met dans B, en fonction des vecteurs de B. Bien. Un petit exemple, en dimension 3, je considère B, E1, E3, jusqu'à E3 une base de E, et on pose E'1, E'2, E'3 égale E1, E1 plus E2, etc. Justifier que la base B', E'1, E'2, E'3 est une base de E et trouver les matrices de passage P, BB' et P, B'P. Alors d'abord, cette famille de vecteurs est de cardinal 3 qui est égale à la dimension, donc il suffit de montrer que la famille E'I est libre. En effet, on prend une combinaison linéaire nulle de la famille B'. Donc on a alpha'1 E1 plus alpha'2 E'2 c'est E1 plus E2 et E'3 c'est E1 plus E2 plus E3. On factorise, donc on a alpha'1 plus alpha'2 plus alpha'3 E1. Et pour E2, nous aurons alpha'2 plus alpha'3 E2 et alpha'3 E3. Maintenant, la famille E1, E2, E3 est libre. Elle est libre. Et on a une combinaison linéaire nulle. Cela entraîne que tous les coefficients sont nuls, ce qui donne alpha'1 plus alpha'2 plus alpha'3 égale à 0. De même, alpha'2 plus alpha'3 égale à 0 et alpha'3 égale à 0. Alors, la résolution de ce système, elle est élémentaire, très simple. On a déjà alpha'3 égale à 0. On le remplace ici. Nous obtenons alpha'2 égale aussi 0. Et donc, alpha'2 et alpha'3 égale à 0 entraînent alpha'1 égale à 0. Donc, la famille est libre. C'est donc une base. Maintenant, PBB'. PBB', il est constitué par les coordonnées des vecteurs de B' dans B. Ça, c'est dans les données. On a E'1 égale à E1. Donc, les coordonnées de E'1 dans la base EI, c'est 1, 0, 0, 1, 0, 0. E'2, c'est E1 plus E2. Donc, les coordonnées de E'2 dans la base EI, c'est 1, 1, 0. Et finalement, pour E'3, c'est 1, 1, 1. Voilà. Et pour la matrice de passage de B' à B, il faut calculer les EI en fonction de E'I. Alors, on a déjà le système comme ça. On a E'1 égale E'2, etc. Alors maintenant, E1 c'est déjà E'1. E2 c'est E'2 moins E1, c'est-à-dire moins E'1. Ensuite, E3, je remplace E1. E3, c'est E'3 moins E1 moins E2. E'3 moins E1 moins E2. E1, c'est E'1 et E2, c'est E'2 moins E'1. Je remplace. En simplifiant, on trouve E'3 moins E'1. Donc, les coordonnées de EI sont respectivement 1, 0, 0 et moins 1, 1, 0 et 0, moins 1, 1. 0, moins 1, 1. Voilà donc la matrice de passage de la base B' à B. Propriété 1, soit E1 K espace dimension n supérieur ou égal à 1, B et B' de base de E. Alors, la matrice de passage de B à B' est inversible et on a P BB' moins 1 égale à P B'P. Bien sûr, dans cet énoncé, B et B' jouent des rôles symétriques. Bien sûr,
P, B', va être aussi inversible, et son inverse, c'est P, B'. Alors, démonstration. Alors, nous partons du produit P, B', fois P, B'. Alors, ça, c'est la matrice de l'identité de E dans B'. Et ça, c'est la matrice de l'identité dans les bases B'. Et là, j'utilise un théorème que nous avons déjà démontré concernant les composés d'application. Alors là, c'est dans la matrice de F, matrice de G, ici dans B', et là B'. Ceux qui sont dans l'extrémité, on les simplifie, on les supprime, et on permute ceux qui sont au milieu. Alors il s'agit ici de la même base, donc ça fait matrice BB, de l'identitaire en l'identité, mais matrice de BB, c'est matrice de B, c'est la notation. Matrice de B dans une base de l'identité, c'est IN. Alors, donc le produit de deux matrices carrées égale à IN, ces deux matrices sont inversibles et chacune est l'inverse de l'autre. Alors P, B', est inversible et on a son inverse, c'est l'autre, c'est B', B'. Bien. Propriété 2. Alors E a un K espace vectoriel de dimension n supérieure ou égale à 1, et BB', deux bases de E. Et X appartient à E. Alors on note X, la matrice dans B de petit x. C'est la matrice colonne constituée, par les coordonnées de petit x dans la base B. Et grand X' égale matrice de petit x dans B'. C'est la matrice colonne constituée par les coordonnées de petit x dans la base B'. On a alors la relation P, B' fois X' égale à X. De même, bien sûr, P, B', X, c'est X'. Remarquons ici que cette matrice, c'est la matrice des coordonnées de petit x dans B', à côté. Voilà. Et là, cette matrice, c'est la matrice de x dans B. Pour retenir la formule. Alors ça, c'est simple. On a la matrice de l'identité dans B', multiplié par la matrice d'un vecteur dans la base B', on obtient la matrice de l'image, ça c'est l'image, dans la base B. Ça c'est une formule que nous avons déjà démontrée. La matrice de F dans les bases B', multipliée par la matrice de X dans la base B', et la matrice de F de X, c'était Y. Voilà. Voilà, donc ça c'est P, B', d'après ce qu'on venons de dire. Et là c'est X' égale à X. C'est ça. Bien, comme exemple, on reprend les notations de l'exemple précédent, c'est-à-dire B, E1, E3, base de E, et les E'I sont définis comme ça. Les matrices de passage, nous les avons déjà calculées, P, B', etc. La question, trouver les coordonnées de x égale, on donne un vecteur x, on donne ses coordonnées dans la base B, et on cherche à trouver ses coordonnées dans la base B'. De même, trouver les coordonnées d'un vecteur y donné dans la base B', dans B. Alors ici c'est B là. Je corrige là, c'est... Voilà. Non, je peux pas. Donc ça c'est B de toute façon. Ça c'est B, je peux... Voilà. Ça c'est B. Voilà. Croix. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait? J'ai ici les coordonnées dans B. Donc je vais multiplier à gauche par la matrice P, B', cette matrice. Voilà. Le produit donne
la matrice de x dans B'. De même ici, j'ai les coordonnées dans B', donc je multiplie à gauche par la matrice de passage P indice B, B'. C'est celle-ci, le produit dans ça. Voilà. Donc on a trouvé les coordonnées dans notre base. Ayant les coordonnées dans une base, on peut trouver les coordonnées dans une autre base, connaissant la matrice de passage. Bien, théorème 1. E et F, 2 cas espace vectoriel, dimension non nulle, P et N respectivement. La dimension de E c'est P et celle de F c'est N. F a une application linéaire. B1, B'1. B1 et B'1 sont deux bases de E. Et B2 et B'2 sont deux bases de F. On note M, la matrice dans B1, B2, dans B1 de F, de E, et B2 de F. Et M', la matrice de F dans M'1, dans les bases B'1, B'2. B'1 dans E et B'2 dans F. Bien sûr, on peut parler d'autres matrices ici si on veut. La matrice de F dans les bases B1, B'2 ou bien B'1, B2, mais ça c'est pas notre but. Maintenant, on considère ces matrices. Alors là, le théorème 1 nous donne quoi? Une relation entre ces deux matrices et les matrices de passage de B1 à B'1 et de B2 à B'2. Ici, la matrice de passage, ça va être une matrice carrée d'ordre P. Ici, va être une matrice carrée d'ordre N, parce que la dimension de F égale à N. La relation est M' égale à P B' B2. Ça, c'est la matrice de passage de B'2 dans B2 fois M P B1 B'1. B1 B'1. Voici donc la formule. En particulier, lorsque E égale à F, on parle d'endomorphisme alors, et B B', deux bases de E, la matrice, et ici je note là, c'est BB, matrice de B, la matrice dans B de F, on a notre M, et la matrice de F dans B', on a notre M', alors M' égale à P B', B' fois M fois P B, B'. Bien. Alors, ça c'est cas particulier, très pratique. Démonstration. Alors, la démonstration, on parle de ce produit. On part de ce produit. Le voilà. La première matrice, je l'interprète comme étant la matrice de l'identité dans F, dans les bases B2, B'2. Ça, c'est la matrice de F dans les bases B1, B2. Et ça, c'est la matrice de l'identité dans E, dans les bases B'1, B1. Voilà. Ce produit, comme on avait vu, alors là, les deux bases, ils sont les mêmes, là, B2, B2, je les supprime et je permute ceux qui sont au milieu. Et à l'intérieur, j'aurai donc l'identité rang F, donc la matrice de l'identité de F rang F dans les bases B1, B'2. Je recopie ici cette matrice et puis je refais la même chose. Là, j'ai B1, B1, je supprime et je permute. Quand je permute, j'aurai donc matrice de B'1, B'2 de l'identité, rang F, rang l'identité qui est F. Donc ça, c'est l'identité, c'est la matrice de l'identité de F dans B'1, B'2, c'est ce que nous avons noté M'. Démonstration est très simple. Si on oublie la formule, on peut reprendre tout simplement la démonstration, elle est élémentaire. Un exemple, je prends E égale à R3, H égale l'ensemble des vecteurs de R3 tels que la somme égale à 0, D la droite vectorielle engendrée par le vecteur U égale à 1, 1, 1. Alors on admet que E égale à H plus somme directe D. C'est un travail que nous avons déjà fait dans le cas un peu général avec Rn. La somme est directe et vaut E. Bien. On peut le vérifier si on veut. Ça, c'est l'équation d'un hyperplan. Et le vecteur U égale 1, 1 n'appartient pas. Donc la somme est directe et vaut directement. Alors, en utilisant le théorème 1, que nous venons de démontrer, trouver la matrice dans la base canonique de R3 du projecteur petit p sur H parallèlement à D.
Alors, lorsque vous avez la somme directe de deux sous-espaces vectoriels comme ça, qui vaut E, vous pouvez parler du projecteur sur l'un des sous-espaces parallèlement à l'autre. Ici, on parle de projecteur sur H parallèlement à D. Alors, ce projecteur petit p, projecteur sur H, projection sur H parallèlement à D, on veut connaître la matrice de ce projecteur dans la base canonique de R3. Alors, l'idée, c'est que on peut connaître la matrice de P dans une base adaptée à la somme directe, comme on va voir. Ça, c'est très simple. À partir de ça, à partir de cette matrice, on va essayer d'utiliser la formule pour trouver la matrice dans la base canonique. Bien. Alors, on note C3 égale E1, E2, E3, la base canonique de R3. H est un hyperplan dont une base est 1, 0, moins 1, 1, moins 1, 0. C'est un hyperplan. 1, 0, moins 1, 1, moins 1, 0 sont deux vecteurs de H qui sont linéairement indépendants, donc ils constituent une base de H. Ensuite, on note E'3 égale 1, 1, 1. Ainsi, B égale à E'1, E'2, E'3 va être une base de E. C'est une base adaptée à la somme directe. Adaptée à la somme directe. Prends une base ici, une base là. En réunissant les deux bases, on trouve une base de E. Ça s'appelle une base adaptée à la somme directe. Est une base de E et la matrice du projecteur dans cette base, elle est particulière. Elle est comme ça. Pourquoi? Parce que pour connaître la matrice de P dans cette base, qu'est-ce qu'on fait? On calcule P de E'1, P de E'2 et P de E'3 en fonction de E'I. Alors P de E'1, comme E'1 est un vecteur de H, et on parle de projection sur H, donc P de E'1 c'est E'1, et les coordonnées de E'1 dans cette base sont 1, 0, 0. De même pour E'2, P de E'2 c'est E'2, et ses coordonnées, les coordonnées de E'2 c'est 0, 1, 0. Et E'3 c'est un élément de D, puisque je fais la projection parallèlement à D, l'image des vecteurs de D sont nulles. C'est le noyau du projecteur. Donc ici, j'ai 0. Donc là, nous avons la matrice dans B de P. On veut la matrice de P dans la base C3. Donc, on a besoin des matrices de passage pour utiliser le théorème dans son cas particulier. Là, c'est un endomorphisme. Là, par exemple, la matrice dans B, et on cherche la matrice dans B', qui est C3 maintenant, dans notre exemple. La matrice dans C3, elle est en fonction de la matrice dans B et les matrices de passage. Alors, la matrice de passage de C3B, elle est donnée comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai déjà les coordonnées de B dans C3. Les coordonnées de B, voici donc B. B, c'est 1, 0, moins 1, 1, 0, moins 1. Ça, c'est les coordonnées. 1, 0, moins 1, c'est les coordonnées dans la base canonique de E'1. Les coordonnées de ce vecteur dans la base canonique sont 1, moins 1, 0, 1, moins 1, 0. Et du vecteur U, qui est E'3, là, c'est 1, 1, 1. Voilà. Ça, c'est la matrice de passage. D'accord, dans la matrice de passage de C3 dans B. C'est-à-dire, c'est les E'I en fonction des EI. E'1 en fonction. Pour l'autre matrice de passage, nous aurons besoin de, là, les E'I dans les EI, je les ai. Maintenant, on a besoin de calculer les EI en fonction des E'I. Alors ça, c'est un système à résoudre. On trouve E3, par exemple, c'est E1 moins E'1. Là, E'1 moins E1 moins E2 égale à E'2. Donc, voilà. Donc, finalement, je remplace ici. Je remplace là le E2 en fonction de E2 en fonction de là E'3. Alors, qu'est-ce que nous avons fait ici? Bien, donc E2, voilà. E2
Bref, donc là, c'est pas difficile. On trouve ici, on a E1 moins E'1, E1 moins E2 égale à E'2, et 2E1. Voilà, donc là, j'ai déjà ici, voilà, donc c'est dans ce système-là, voilà, dans ce système de deux équations à deux inconnus, là, on fait la somme, voilà, on fait la somme pour supprimer E2. J'aurai donc 3E1 égale la somme, et donc E1 égale à 1 tiers de la somme, voilà. Une fois j'ai E1, je peux avoir E2 de là, et une fois j'ai E1, je peux le remplacer ici pour avoir E3. Donc finalement, je trouve ça, et la matrice de passage, ça va être cette matrice, voilà. Les coordonnées de E1, voici donc E1, les coordonnées de E1 dans les E'I, voilà, 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Pour E2, c'est la même chose, pour E3, c'est la même chose, donc on trouve la matrice de passage. Et je fais quoi? J'applique le théorème. Donc ici, c'est la matrice dans B. Donc là, je vais mettre P, B, C3, B. Et là, P, B, C3. Remarquez, la B est à côté B. Voilà. Ça, c'est la formule. Alors, le produit matriciel, le 1 tiers, je peux le faire sortir jusqu'ici, pas de problème. Là, 1 tiers. Donc, 1 tiers de 1, 1, 1, 1, moins 2, 1, etc. Et je commence l'associativité, j'ai effectué le produit comme ça, parce que là c'est une matrice diagonale. Donc si je multiplie à gauche une matrice par une matrice diagonale, je multiplie le coefficient, première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. Donc là, la première ligne reste et la deuxième reste intacte. Et 0 fois la troisième, ce qui donne ça. Le produit ici nous donne ça. Ou encore, ça veut dire là, ce n'est pas, là j'ai précisé, en utilisant le théorème, mais on peut faire autrement. Ou encore quoi? Je prends un vecteur de R3 quelconque et je cherche à le décomposer sous la forme d'un élément de H plus un élément de D, à droite. Donc je cherche H tel que H égale à H1, H2, H3 appartient à H. Et lambda appartenant à R tel qu'on a cette relation. Alors, si H égale à H1, H2, H3, je fais la somme des coefficients ici, x plus y plus z. Là, ça va me donner H1 plus H2 plus H3 qui va être égal à 0 parce que H appartient à H. Et là, 3 lambda. Donc, finalement, lambda égale à 1 tiers de x plus y plus z. Et finalement, si vous avez lambda, le H, c'est x, y, z moins lambda fois lambda qui est 1 tiers de x plus y plus z fois 1, 1, 1. Voilà. Et je fais ça, par exemple, pour E1. E1, donc j'aurai 1, 0, 0, moins 1 tiers de la somme 1 plus 0 plus 0, c'est 1 tiers, fois 1, 1. Donc, ça, c'est l'élément de H. Et ça, c'est l'élément de D. Remarquez qu'on peut simplifier, tout simplement. Et donc, P de E1, parce que je projette sur H, parallèlement à D, l'image de E1, ça va être cet élément-là. C'est 1, 0, 0, moins 1 tiers, 1, 1, 1. Ce qui donne 2 tiers, moins 1 tiers, moins 1 tiers. Donc, P de E1, les coordonnées de P de E1 dans la base canonique sont 2 tiers, moins 1 tiers, moins 1 tiers. Voilà. 2 tiers, là, 1 tiers fois 2, 2 tiers, moins 1 tiers, moins 1 tiers. De même pour E2, c'est 0, 1, 0, moins 1 tiers, 1, 1, 1, plus 1 tiers. Donc, l'image, c'est ça. L'image, c'est 0, moins 1 tiers, 1, moins 1 tiers, 2 tiers, 0, moins 1 tiers, moins 1 tiers. Donc, moins 1 tiers, 2 tiers, moins 1 tiers. Moins 1 tiers, 2 tiers, moins 1 tiers, de même pour le troisième vecteur. Ça, c'est une autre façon de procéder. Bien. Alors, définition. Deux matrices carrées A et B de Mn de K sont dites semblables si et seulement si il existe P, une matrice inversible telle que A égale P, B, P-1. Semblables, ce sont deux matrices carrées. Bien. La relation de semblabilité dans Mn de K est une relation d'équivalence. Ça veut dire réflexive. A est semblable à A. Il suffit de mettre ici IN et là IN-1. Il est symétrique. Parce que si A égale A, il est symétrique. Si A égale à P, B, P-1, alors B aussi, il vaut Q, A, Q-1 avec Q égale à P-1, tout simplement. Il suffit de multiplier à gauche par P-1 et à droite par P. Voilà. Si A égale à P, B, P-1 et B égale à Q, C, Q-1, alors A,
Je remplace le B ici, je le remplace par QCQ-1. J'obtiens A égale à PQ, PQ-1, parce que PQ-1, c'est Q-1, P-1. Ça, c'est la transitivité. Les matrices d'un endomorphisme de E dont deux bases différentes sont semblables. La formule de tout à l'heure, la voilà. Ça, si vous notez cette matrice P, ça c'est P-1. Donc vous avez M et M' sont semblables. Les matrices dont deux bases, hein, ici dans une base, l'autre dans base, dans des bases différentes, elles sont semblables, du même endomorphisme. Bien. Le théorème 2, maintenant, soit E et F, deux cas espaces vectoriels, dimension Pn respectivement, et F, une application linéaire de rang R. Le rang c'est la dimension de l'image de F. Alors, le théorème dit qu'il existe une base B de E et une base B de E, une base B' de F, telle que la matrice dans les bases BB' de F soit et la forme IR. IR, c'est la matrice identité avec R éléments. Et là, 0, cette matrice nulle, ça c'est par bloc. Matrice nulle de type N-R, R. Il a le même nombre de colonnes que IR, donc à droite IR. Et là, il a le nombre de lignes N-R, parce que là, la matrice de F est de type N, dimension de E, et P, dimension de E. Dimension de F, c'est N, et dimension de E, c'est P. Là, donc, le nombre de lignes, c'est R, 0R. C'est la matrice nulle, seulement ça pour préciser le nombre de lignes et de colonnes. Et le nombre de colonnes, c'est P moins R, parce que le nombre de colonnes de la matrice de F est P, donc je retrans R, voilà. Et là, même nombre de lignes que celle-ci, c'est-à-dire N moins R, même nombre de colonnes, c'est-à-dire P moins R. Bref, ici, IR est partout des zéros. Voilà. Ça, c'est la matrice. Il existe des bases dans lesquelles la matrice de F est cette forme. Bien. On a d'après le théorème du rang, la dimension du noyau égale dimension de E moins le rang de F, c'est-à-dire P moins R. Soit, E, je les note comme ça. Je prends R vecteur R, je les note comme ça. ER plus 1 jusqu'à EP. Il y en a P moins R moins 1 plus 1, c'est-à-dire P moins R. P moins R. Donc, je prends une base du noyau. Et soit E1 jusqu'à ER des vecteurs de E tels que, je les mets au début. E1, ER plus 1, EP, soit une base de E. Là, j'ai utilisé le théorème de la base incomplète. J'ai complété une famille libre. C'est une base du noyau, donc il est libre. S'il est libre dans E, je peux la compléter. Voilà, de sorte qu'on obtienne une base. On note pour I allant de 1 à R, E'I, c'est F de EI. Les premiers, leur image, je les note comme ça, E'I. Alors on va montrant que c'est E'I, c'est le premier vecteur R, c'est R premier vecteur, constitue une famille libre dans F, bien sûr, l'espace F. Alors je prends une combinaison linéaire nulle de la famille. F est linéaire, donc je remplace d'abord les E'I sans les E'I sans les FEI, je remplace et j'utilise la linéarité de F. Donc j'ai F de la somme de I égale à 1 à R alpha I EI égale à 0. Donc ce vecteur que je note X est dans le noyau de F. Et il s'écrit comme combinaison linéaire des premiers vecteurs EI. Donc il est dans le noyau inter E1 ER. Alors n'oublions pas que le noyau c'est vecteur ER plus 1 jusqu'à EP. Ce vecteur il est dans vect E1 jusqu'à ER inter vect ER plus 1 jusqu'à ER. Ça c'est le noyau et ça c'est parce qu'il est combinaison linéaire.
Or, la famille de E1 jusqu'à EP est une base. Donc, vecte de le premier tranche inter vecte deuxième tranche est réduit à 0. Réduit à 0. Et donc, x est nul. Si x est nul, là, le x est nul, qui est maintenant une combinaison linéaire des vecteurs EI. EI est une famille libre, donc les alpha i sont nuls. Donc, puisque les alpha i sont nuls, la famille E'(i) de i égale à 1 à R est libre. C'est une famille libre dont f, je peux la compléter soit E', R plus 1, N, appartenant à f n-r. Bien. Tel que la famille soit une base de f. Tel que B' soit une base de f. On a alors la matrice de f dans la base B, EI, EI, et P', I, et précisément la matrice R. Alors pourquoi? Si je prends les vecteurs, parce que la matrice de f dans les bases, qu'est-ce que je fais? Je calcule l'image de ces vecteurs par f dans, je les mets en fonction des vecteurs de B'. F de E1. F de E1, c'est E'1. F de EI, c'est E'I. F de EI, c'est E'I. Donc de 1 à R, F de EI, c'est E'I. F de E1, c'est E'1. Les coordonnées de E'1 dans la base E'I, c'est 1, 0, 0, 0. F de E2, c'est E'2. Et les coordonnées de E'2 dans la base I, c'est 1, c'est 0, 1, 0, 0. Alors, ceci jusqu'à ER. F de ER égale F de ER, c'est E'R. C'est ce que nous avons noté, E'R. Et ces coordonnées sont 0, 0, 0, 1 et des 0. Donc là, j'ai IR. Après les E', après les EI de I égale à 1 à R, il y a le ER plus 1 et ER plus 1 EP, et qui sont des éléments du noyau. Donc leur image égale à 0. Image égale à 0. Voilà. Alors on va introduire deux définitions. Deux matrices AB de MNP sont dites équivalentes si et seulement si il existe P. Une matrice inversible. Ici, pardon, là je corrige. Ce sont des matrices inversibles. Ici, il existe G, L, N. Là, G, L, P. Matrice inversible. D'ordre N et celle-ci d'ordre P. Tel que A égale P, B fois Q. P est de type carré d'ordre N. Cette matrice de type NP, cette matrice de type P carré d'ordre P, le résultat va être de type NP, c'est-à-dire le type de A. Alors A et B sont de même type. Ça, c'est la définition. On dit qu'ils sont équivalents parce qu'il existe deux matrices inversibles, une d'ordre N, l'autre d'ordre P, qu'on ait cette relation. Définition 4. Soit A une matrice de MNP de K. On appelle le rond de A, le rond de la matrice, noté RG de A, la dimension de l'image de A. Je rappelle que l'image de A, c'est l'image de l'application linéaire canoniquement associée à A. Déjà vu ça dans le premier paragraphe. Bien. Ça, c'est des définitions. Donc, on retient que le rond d'une matrice, c'est la dimension de l'image de A, ou la dimension de l'image de F, si on note F, l'application linéaire canoniquement associée à A. Théorème 3. Soit AB appartenant à MNP de K. On a A et B sont équivalentes
équivalentes, ça c'est équivalente, si et seulement si elles ont le même rang. Si et seulement si ils ont le même rang. Alors le sens direct. Si ils ont le même rang, s'il existe P et Q appartenant à GL N de K, croix GL P de K tel que A égale à P, B, Q, on va notons F, G, H, K, les applications linéaires canoniquement associées respectivement à A, P, B et Q. Les applications linéaires canoniquement associées. Alors le produit là, le produit A, c'est la matrice dans la base canonique de F. Voilà. P, c'est celle de G. H, celle de l'application linéaire associée à B, etc. Donc on a ça. Hein, on a le produit, c'est ça. Bien. Et ici, on utilise la formule du changement de base. Là. Dans la formule de la composition. La matrice de la composition. Remarquez là que j'ai Cn, que je supprime, et je permute ces deux au milieu. Pour avoir la matrice de H rangée dans les bases Cp, Cn. Voilà. Celle-ci, je la recopie ici. Ceux de l'extrémité, remarquez que je supprime, et je permute ceux du milieu. Voilà. Ça, c'est la formule. Matrice Cp, Cn de H rang G rang K. Bien. Alors, remarquons que la matrice de F dans CPCN, c'est la matrice de cette application linéaire dans CPCN. Donc, F égale H rang G rang K. Voilà. Bien, maintenant, le rang de A, c'est le rang de F, par définition, parce que F, c'est l'application linéaire canoniquement. C'est le rang de cette application. Maintenant, le rang de cette composition, c'est le rang de G rang K. Parce que H est bijective. Ça, c'est des choses que nous avons déjà démontrées dans les premiers chapitres. De même, le rang de cette application linéaire, c'est le rang de G parce que K est bijective. Et le rang de G, c'est le rang de B. Voilà, finalement, le rang de A égale le rang de B. Alors, le sens inverse. Si A et B ont le même rang, notons F, l'application linéaire, est canoniquement associée à A. F, c'est une application, bien sûr, de LK puissance P vers K puissance N. Si le rang égale à 0, le rang d'une matrice est nul, ça veut dire la dimension de l'image égale à 0. La dimension de l'image de F égale à 0, ça veut dire que F est nul. Et ceci veut dire que A est nul. Donc si R égale à 0, A et B sont nuls. Et on peut écrire A égale IN, B, IP. Si A et B sont nuls, pas de problème. Bien. Si le rang est supérieur ou égal à 1, d'après le théorème 2, il existe B une base de K à la puissance P et B' une base de K à la puissance N, telle que la matrice dans BB' de F, cette application, égale à JR. Cette matrice, on la note JR. Voilà, ça c'est le théorème 2. Bien. Et d'après le théorème 1, formule de changement de base, on a la matrice dans BB' de F, c'est la matrice dans F dans CPCN multipliée à gauche et à droite par ces matrices de passage. Bien. Alors si on note cette matrice P et celle-là Q, on a donc JR, ça c'est R, ce n'est pas N, c'est JR égale à PAQ. Égale à PAQ. On vérifie de même que JR égale à P', BQ'. Ce que nous avons fait pour A, on le fait pour B parce qu'il est aussi de même, il a le même rang, R. Et finalement, PAQ, ça c'est JR, égale à P', BQ', ou encore A égale à P-1, P', BQ', Q-1. Ça, c'est une matrice inversible de GLN de K et celle-là de GLP inversible. Donc, A et B sont équivalentes. Alors, remarque, la relation d'équivalence dans MNP est une relation d'équivalence. Ben, ça, c'est très simple. A est équivalent à A parce que A et A ont même rang. Si A et B ont même rang, B et A ont même rang.
Hein? Si A et B en même rang, et B et C en même rang, A et C en même rang. Ensuite, nous faisons cette remarque ici. Le rang de A égale à R, ça veut dire que A est équivalente à la matrice JR. Hein? Ça, on peut utiliser ce résultat au cas de besoin. Ça, c'est JR. Bien. Propriété 1. Soit A appartenant à MNP de K. Alors, le rang de A, c'est le rang de la transposée de A. Bien. Notons R égale le rang de A. On a A s'écrit A égale P, JR, Q. Sont équivalentes, comme on vient de dire. Donc, transposée de A égale transposée de Q, transposée de JR, transposée de P. Le transposé de JR, elle a la même forme, seulement, c'est-à-dire on a IR et partout des zéros. Seulement, si JR c'est dans MNP de K, transposé, ça va être dans MPN. Mais de toute façon, le rang de JR, c'est le rang de transposé de JR, c'est R. Et donc, le rang de transposé de A va être aussi R. Une remarque pour finir, pour terminer cette vidéo, c'est que le rang de A est inférieur ou égal à min de P et de N. Inférieur ou égal au plus petit des deux. Alors pourquoi? Parce que le rang de A, c'est le rang de la famille de vecteurs f de E1, f de E, EP. C'est la dimension de l'image de f. F, c'est l'application linéaire canoniquement associée. Le rang d'un système de vecteurs, bien sûr, est inférieur ou égal au nombre de vecteurs. La dimension ne peut pas dépasser le nombre de vecteurs. Donc, c'est inférieur ou égal à P. D'autre part, vecteur FE1, F2EP, c'est inclus dans K à la puissance n. C'est un sous-espace de K à la puissance n. Donc, la dimension ne peut pas dépasser n. La dimension de vecteur est inférieure ou égale à n. La dimension, c'est le rang. C'est le rang. Donc, le rang est inférieur ou égal à P et inférieur ou égal à N, donc inférieur ou égal au plus petit.